On fait du non-stop. On ne s'arrête pas, on ne prend pas de pause, on ne mange pas. On fait nos transmissions, on continue derrière de finir notre travail et après on s'en va. On a vraiment tous les types de soins et on est toute seule pour 48 patients. On s'épuise et après on craque. Témoignage d'une infirmière à la télé qui nous dit aussi la fracture. Pour reprendre le titre du film de Catherine Corsini, sorti en salle le mois dernier, ce film racontait la triple fracture, à la fois amoureuse, mais surtout sociale et sanitaire, et le quotidien des urgences en plein mouvement des Gilets jaunes. Dans l'actualité des idées, aujourd'hui, face à la fracture, comment redonner de la valeur aux soins et aux doutes en toutes circonstances. Il s'est rendu au chevet de l'hôpital public en crise et des soignants particulièrement éprouvés après une année et demie de pandémie. Notre invité Guillaume Durand est maître de conférence à l'université de Nantes, responsable de la consultation d'éthique clinique au centre hospitalier de Saint-Nazaire, auteur de Un philosophe à l'hôpital chez Flammarion. Alors sur quelle base imaginer un dialogue fructueux entre la médecine et la philosophie? C'est une des questions qu'il pose dans cet essai qui rend compte d'une réalité qu'il a rencontrée, mais aussi entre la pensée et le réel, justement. Soigner, écrit-il, c'est parfois interroger la société tout entière. Bonjour Guillaume Durand. Bonjour. Bonjour. L'hôpital est en crise. Ce n'est pas nouveau, mais il a été particulièrement éprouvé depuis le début de la pandémie. Et surtout les professionnels de santé qui sont à l'œuvre, ils sont à notre chevet, mais ce n'est pas c'est peut-être même aussi un peu à nous aujourd'hui de l'être, de tenter de les soutenir à la société. Est-ce que ça ne commence pas par les écouter? Est-ce que c'est cette envie qui vous a, vous, motivé à retourner sur le terrain, comme vous dites, au contact du réel? L'envie, alors ma motivation première a été plutôt la voix du patient et de faire entendre davantage la voix des patients, des patientes, de leurs proches. Donc, en toute sincérité, non. Ma motivation première était plutôt celle d'un citoyen et d'un philosophe qui voulait donner peut-être davantage de place, mais en travaillant de manière collégiale et avec les soignants, que je respecte beaucoup et que même j'admire dans leur travail tous les jours, de redonner de la place, voilà, à la voix du patient. Sortir d'un paternalisme médical, duquel on est déjà, je pense, plus ou moins sorti, mais aller encore peut-être plus loin et essayer de faire avancer les choses dans ce sens. Voilà, le paternalisme, il induit cette idée de verticalité, Tout à avec fait. peut-être pour vous aussi, à travers le dialogue, l'envie de remettre de l'horizontalité, aussi. Une parole égale de tous en toutes circonstances. Oui, alors les consultations d'éthique clinique, elles se caractérisent par le fait que nous sommes constitués de soignants et de non-soignants. Et je crois que la présence des non-soignants, et par exemple un philosophe, un juriste, un sociologue, aide les patients, mais aussi les soignants qui les prennent en charge, à introduire davantage d'horizontalité ou en tout cas d'égalité dans les relations. La première chose souvent que je dis aux patients, aux patientes que je rencontre ou aux familles que je rencontre, c'est je leur rappelle que je ne suis pas soignant, que souvent ils connaissent mieux que moi la situation d'un point de vue médical, la dimension médicale, et que je viens simplement les écouter ou en tout cas les aider à mettre de l'ordre dans leurs idées, dans leur système de valeurs et à faire aussi entendre leur voix. Donc la démarche vraiment en éthique clinique, c'est une démarche effectivement d'horizontalité, d'égalité, une éthique de la discussion, une éthique de la narration aussi, parce qu'on parle beaucoup des récits, de l'histoire des patients. On essaie de partir de une approche globale du patient, de leur famille, de leur environnement. Et en vous écoutant, moi j'entends facteur temps, qui doit être aussi très important dans votre pratique et qui l'est dans la vie à la fois des patients et des soignants. Vous avez pu, j'imagine, faire ce constat-là, qu'un certain nombre, voire un grand nombre d'actes nécessitent à la fois du sang-froid, de la clairvoyance, d'actes et de choix aussi pour le patient, et que d'autres nécessitent le temps de la réflexion et celui de la discussion. Ce temps-là, il faut savoir le saisir. Oui, et alors pour faire le lien avec l'extrait qu'on a entendu au départ, je crois que c'est effectivement
dans l'hôpital public très difficile d'avoir du temps. Hein, les soignants sont de plus en plus tendus et il faut vraiment respecter cela et je l'entends. En même temps, ma présence là devant vous aujourd'hui montre, et à l'hôpital, montre qu'on a encore aussi du temps à l'hôpital public en France. On a encore le temps d'organiser des consultations d'éthique clinique. Donc moi j'ai un point de vue quand même sur l'hôpital aujourd'hui en France, plus nuancé, c'est-à-dire au sens de, me semble-t-il, on accorde encore de la place à la discussion, bien sûr, à la prise en compte de la parole du patient, des familles, etc. Alors, deux choses sur le temps d'une consultation, en tout cas d'un éthicien. On intervient à la fois, effectivement, en prenant davantage le temps pour la réflexion, pour le recul, pour faire un pas de côté, comme on dit souvent, par rapport à une situation, mais on intervient aussi en urgence. Et l'éthique, c'est aussi savoir, je crois, une éthique pragmatique, c'est savoir aussi dans l'immédiat, dans un temps court, apporter un éclairage, apporter des solutions, proposer des actions qui nous semblent justes. Donc on n'est pas là juste, vous voyez, pour douter ou pour réfléchir. On est aussi là pour agir. Et ça, c'est un élément, moi, qui me plaisait beaucoup quand j'ai commencé dans l'éthique clinique. C'était justement de sortir de ma tour d'ivoire ou de ma bibliothèque et de devenir ce que j'appelle un philosophe de terrain, en tout cas aux côtés, bien entendu, toujours des soignants et d'autres non-soignants. Et en même temps, ce sont vos mots, hein, ce qui fait de l'hôpital un espace où l'exercice du doute et de la discussion sont fondamentaux. Hein. Oui. Ça va avec, ce qui n'empêche pas cette troisième étape qui est Tout à celle de fait. l'action, de l'agir ensemble. Bien sûr, Ouais. car les situations pour lesquelles nous sommes saisis sont toujours des situations extrêmement complexes. Sinon, on n'appellerait pas un philosophe. Donc des situations, effectivement, où les soignants sont dans le doute, en fait. Mais alors on voit justement, ça Oui. colle à toute notre perception, même extérieure. L'image de l'hôpital, c'est l'image d'un lieu où l'on agit en permanence, justement, à travers le soin, les actes qui sont commis et ces choix qui sont faits. On a plus de mal à imaginer l'hôpital comme un espace où le doute s'exerce. Il y a la place vraiment pour le doute dans des situations où il faut décider. Dans des situations, regardez, on parle beaucoup évidemment aujourd'hui et on a commencé par la pandémie et la Covid-19. Je vous donne un simple exemple. Dans un service X, que je ne nommerai pas, mais à l'hôpital, on a un cas, 2 cas Covid positifs. Ils sont testés positifs à la Covid-19, mais ils sont déjà dans le service. Et puis on a un patient ou une patiente déambulant dans le service, qui est atteint d'une maladie neurodégénérative et qui donc n'observe pas les gestes barrières. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on on empêche de sortir de sa chambre le patient déambulant parce qu'il touche, vous voyez, au matériel sanitaire, etc., sans aucune précaution, ou est-ce qu'on prend des précautions pour les personnes atteintes de la Covid-19, peut-être en les enfermant, en passant régulièrement. On a toujours des situations, en fait, je crois que les soignants sont toujours confrontés à des situations, effectivement, où l'exercice du doute est fondamental. J'aurais plein d'exemples à vous donner. En tout cas, dans le livre, j'ai essayé, à travers, dans différents champs, du début de la vie, de la fin de vie, concernant le don d'organes, de montrer que toutes ces situations, effectivement, mettaient en jeu des conflits de valeurs, des conflits de principes, des tensions, sans bien sûr parler ensuite de la relation aux autres, relation aux familles, relation aux proches, relation à une multitude de cultures et de mœurs. Hein. Et donc, on est vraiment, à un moment dans le livre, je crois, je parle de lieu de l'excellence, lieu par excellence de l'exercice de la philosophie. Pour moi, l'hôpital est effectivement ce lieu de l'exercice philosophique. Comment vous posez l'équation ou les termes du débat, du conflit de valeurs et du cas de conscience que la question de la vaccination a pu poser durant cette crise pandémique et notamment pour les soignants, de la vaccination obligatoire? Au mois d'août, début août, on a reçu ce projet d'application et ces décrets d'application du pass sanitaire dans les hôpitaux qui ont mis en difficulté en tout cas les soignants. Pour les soignants, vous savez, l'hôpital est un sanctuaire dans lequel, selon le code de déontologie médicale, on doit accueillir tous les patients, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs opinions. Et donc, ce qu'on demandait aux soignants et à l'hôpital, c'était de trier ici les patients
soignants à l'entrée de l'hôpital, alors sauf dans les cas d'urgence bien entendu, et heureusement, mais entre les patients avaient ce pass sanitaire et les autres. Et la consultation d'éthique clinique a été saisie, on a été saisi sur cette question. Fallait-il, faut-il, est-il éthique, est-il juste d'opérer ce tri, ou en tout cas, en tout cas d'appliquer cette obligation du pass sanitaire. Et on avait, je dirais, voilà, un conflit entre une tension entre ceux qui voulaient coûte que coûte, en tout cas, défendre l'idée de l'hôpital de sanctuaire et donc de laisser entrer tous les patients, même y compris sans passe. Et puis une vision peut-être plus pragmatique et au sens peut-être utilitariste, c'est-à-dire quelles vont être les conséquences pour le collectif de faire entrer dans l'enceinte de l'hôpital des patients qui ne sont pas vaccinés. Bon. Et donc ça a été vraiment un exercice difficile au mois d'août. Et on a essayé de trouver un juste milieu, dirait Aristote, entre deux positions radicales, qui auraient été une application absolue du pass, et puis une application... Voilà, on a essayé vraiment de trouver un juste milieu. Ça n'a pas été facile, mais ça a été notre travail. Mais c'est intéressant pour le philosophe que vous êtes, cette question de la vaccination et notamment de la vaccination des soignants, si je garde cet exemple, puisque c'est une plongée, une immersion dans l'hôpital que vous nous racontez dans ce livre, Guillaume Durand. Ça oppose la liberté individuelle, pas virtuelle, pour le coup elle l'est peut-être, mais ça oppose éventuellement la liberté individuelle à la question de la responsabilité collective. Ça pose aussi la question des corps, en fait, entre le corps, nos corps intimes, celui du soignant ou du patient, et la question du corps collectif. Qui faut-il protéger ? Pour qui choisit-on aussi ? Oui. Je crois que cette question, vous voyez, elle n'est pas nouvelle, puisqu'on a déjà des vaccins pour lesquels, en France, il existe une obligation vaccinale, par exemple pour le tétanos. Bon. En 2018, il y a eu plus d'une dizaine de vaccins qui font partie des obligations. Je crois qu'on peut être une société libérale et on peut, si vous voulez, louer la liberté, les libertés individuelles, tout en pensant que nos libertés, et c'est plutôt la thèse que je défends dans mon livre, s'arrêtent là où commence celle des autres et que nos libertés ne doivent pas nuire aux autres. Je pense que, vous voyez, ne pas se faire vacciner, par exemple, concernant la Covid-19, c'est effectivement risquer très fortement, et on le sait aujourd'hui en s'appuyant sur des études scientifiques, de nuire en particulier aux plus vulnérables. Et ma position, en tout cas pour l'hôpital et pour le pass sanitaire, c'était effectivement l'application du pass sanitaire, parce que on mettait en danger le collectif, ou en tout cas les plus vulnérables, et en particulier à l'hôpital. Bon, l'objection, c'est de dire qu'à l'hôpital, on observe des gestes barrières, on a des masques, on a tout un tas d'outils qui vont permettre de pallier à cela. Mais je pense qu'il y avait véritablement ici une question effectivement de principe de précaution. Et en fait, qui est une question qui n'est pas nouvelle. Où s'arrêtent nos libertés, notre liberté individuelle ? Je crois que là, ici, il y a un principe de non-nuisance. On peut être libre tant qu'on ne nuit pas aux autres. Et le vaccin rentre bien dans cette logique. En période pandémique, en période d'urgence sanitaire, comme ça a été le cas, est-ce que le philosophe que vous êtes, Guillaume Durand, a toujours été autorisé à entrer dans l'hôpital ? Est-ce que la consultation d'éthique clinique a continué, a perduré durant les périodes de confinement et les périodes de rebond épidémique ? Oui, elle a continué, alors peut-être avec un petit affaiblissement tout de même, parce que bien sûr les soignants ont été dans certaines vagues très, très sollicitées, donc c'était très tendu pour eux, donc c'était difficile, mais elle a perduré avec vraiment un soutien, vous voyez, de l'équipe aussi administrative, et puis des soignants qui composent cette équipe. Donc elle a perduré, et je crois qu'elle a été utile, puisqu'elle a été saisie encore une fois sur des... Vous n'avez pas été jugé non prioritaire, vous le philosophe ? Non, on n'a pas, je ne crois pas. On a plutôt été justement à l'écoute, et puis en lien avec la cellule Covid-19, en lien avec les espaces éthiques, en lien avec le CCNE. Donc on a œuvré dans cette période aussi, et on continuera à œuvrer dans cette période. Alors un mot sur ces consultations qui sont arrivées, ont été mises en place en France avec
que je crois, 20 ans de retard par rapport aux États-Unis, Oui. qui sont inspirés du modèle américain. La première a eu lieu à Cochin. Tout à fait. C'était en 2002 2001, 2002, oui. 2002, hein. 2002. Vous avez commencé votre première consultation, c'était quand ? C'était en 2010 ou 2011, début des années, oui, c'est ça, 2010-2011. En fait, Véronique Fournier a créé en France la première consultation d'éthique clinique, comme vous l'avez dit, cardiologue Véronique Fournier, donc à l'hôpital Cochin à Paris. Le professeur Gérard Dabouis, oncologue, médecin à Nantes, est venu se former à l'hôpital Cochin. Il est revenu au CHU de Nantes et j'ai rejoint l'équipe du professeur Gérard Dabouis, d'abord au CHU de Nantes, et puis ensuite à la clinique Jules Verne, donc pendant une dizaine d'années. Et puis depuis 3 ans maintenant, je travaille à la fois, toujours avec Gérard Dabouis et le docteur Philippe David, à la consultation d'éthique clinique de Jules Verne, et je coordonne celle de l'hôpital de Saint-Nazaire. Alors, ces consultations, elles disent quelque chose de l'évolution de notre perception de la médecine. On l'évoquait tout à l'heure avec l'idée de la verticalité, horizontalité de la médecine, mais aussi du soin. Comment soigner aujourd'hui, en 2021, en s'occupant de la personne dans sa globalité, répondez-vous. On va écouter les mots de la philosophe Cynthia Fleury, qui a beaucoup travaillé sur la question du soin, du care, comme elle le dit, et sa définition à elle de cette question-là. On a, si vous voulez, cette illusion que le rationalisme économique est sans doute le plus grand efficace pour organiser nos sociétés. Donc le seul souci, c'est que principalement sur certaines structures, même si en règle générale c'est totalement insuffisant, mais alors c'est totalement délétère sur des structures qui sont constituées par le temps qualitatif dédié par la détermination par exemple, d'un médecin. La détermination d'un médecin, si vous voulez, c'est essentiel dans le process, ou des soignants, à vous soigner. Parce que Dieu sait si le consentement aux soins est une de nos valeurs clés, mais il ne se construit pas comme ça. C'est pas parce que vous êtes malade que vous consentez aux soins qui vous est proposé. La collégialité, les maladies sont extraordinairement complexes, mais la collégialité, c'est du temps passé avec toutes les autres disciplines pour tout d'un coup amener le... Donc si vous voulez, tout ça, ce qui paraît du bon sens, aujourd'hui, c'est derrière une finalité inversée qui est celle de dire il me faut moins de lits, il me faut moins de postes, Avoir etc. une vision comptable de la santé. Avoir une vision comptable. Et ça, hélas, quand vous abandonnez ça, vous abandonnez en fait le capacitaire d'une société. Donc c'est là où je pense qu'il faut faire le petit pas de plus. C'est-à-dire que le soin, c'est du capacitaire. Alors qu'on met le soin, si vous voulez, du côté de l'assistanat, très souvent. Le soin, c'est ce qui permet de tenir debout toute une société. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le soin? C'est du capacitaire pour vous, Guillaume Durand? En tout cas, ma vision est partielle, hein, mais je n'ai pas le sentiment, si vous voulez, qu'à l'hôpital, le soin soit uniquement dans cette rationalité économique. La preuve en est, c'est des consultations d'éthique clinique. Hein. On a entre 10 et 20 consultations en France. Et c'est bien du temps qu'on prend pour une approche globale, pour la pluridisciplinarité, pour la collégialité. Alors un mot très pratiquement d'ailleurs, comment elles fonctionnent ces consultations? Alors comment elles fonctionnent? En fait, Il faut vous saisir, comme le Conseil constitutionnel, ça peut on va vous saisir d'une question? Ça peut être, vous voyez, un patient, une famille, mais souvent aussi une équipe médicale qui rencontre, par exemple, un refus de traitement vital pour un enfant par ses parents. Malgré des discussions, etc., ils ont du mal à faire avancer la famille sur cette question. Et donc, ils nous saisissent. Alors, c'est soit un email, soit un coup de téléphone. On va nommer un binôme, toujours soignant-non soignant. Donc, à Saint-Nazaire, ça va être un philosophe et puis un médecin, une infirmière, un infirmier, un cadre de santé, une cadre de santé. Un binôme, on va rencontrer tous les acteurs de la situation. Et puis ensuite, on va revenir dans un deuxième temps vers le staff d'éthique clinique, c'est-à-dire composé d'une vingtaine, une trentaine de membres, toujours soignants, non soignants. Et on va d'abord discuter et porter un éclairage, essayer d'amener un éclairage éthique à l'aide de 4 principes: le respect de l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance, ne pas nuire, apporter un bénéfice, et puis le principe de justice.
un principe de répartition juste des ressources de santé. Et à l'aide de ces 4 principes, on essaie de proposer, alors non pas, vous voyez, une position unanime, on essaie, alors nous, à Saint-Nazaire, on travaille sur plutôt une pluralité de points de vue. Hein. Alors, il ne s'agit pas non plus de rendre quelque chose qui soit absolument pas synthétique et qui ne permette pas d'aider à la décision, car c'est une aide à la décision. Mais on propose une pluralité de voies possibles, argumentées, en s'appuyant vraiment sur des arguments éthiques. Et vous vous engueulez beaucoup ou vous arrivez souvent à peu près à la même conclusion? Écoutez, alors non, on n'arrive pas souvent à la même conclusion et même très souvent en début de staff, vous voyez, je vais avoir une position, j'ai souvent donc vu le patient, la patiente, on a une position et en écoutant les autres, finalement à la fin, au tour de table où on va s'exprimer pour une dernière fois sur le cas, avant l'écriture de la synthèse finale, je change, vous voyez, de point de vue. À l'écoute des autres. Vous êtes philosophe. Exactement. Bah oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Mais ça, vous voyez, c'est une richesse qui est absolument folle. Et je dis ça, c'est pas juste une formule. C'est-à-dire, je suis toujours encore aujourd'hui étonné de voir à quel point les arguments d'autrui peuvent, me faire flancher et sont riches, quoi, dans la discussion. Et ce qui est intéressant, c'est comment ou pourquoi ces dilemmes, finalement, sont aussi intéressants à aborder avec l'aide croisée de la médecine, de la philosophie ou encore du droit, avec des approches et parfois, vous le dites, des réponses différentes, complémentaires ou contradictoires. Et ça va faire l'objet d'une synthèse et choisira qui de droit par la suite. On peut peut-être prendre quelques exemples, vous le faites dans le livre, pour raconter un peu comment ça se passe. On parle beaucoup de la procréation, de la création, je veux dire, aujourd'hui. Prenons l'exemple de ce bébé sur mesure que l'un des patients a souhaité avoir. Cette question qui se pose différemment d'ailleurs outre-Atlantique qu'en France aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce qu'on peut attendre en cas de procréation médicalement assistée? Quel choix peut-on tenter d'orienter quand on est parent sur le futur enfant? En France, si vous voulez, les possibilités sont assez limitées puisque on peut, par exemple, faire une fécondation in vitro et un diagnostic préimplantatoire uniquement si on a identifié de manière scientifique une maladie d'une particulière gravité, transmissible à l'enfant, etc. Donc, vous voyez, en France, c'est pour ça que dans le livre concernant l'enfant sur mesure, je prends l'exemple de ce couple de femmes aux États-Unis qui en fait souhaitent concevoir un enfant sourd. Elles sont toutes les deux sourdes, malentendantes et en fait elles se tournent vers une banque de sperme. Elles veulent un géniteur qui soit lui-même sourd afin de s'assurer, si vous voulez, d'avoir un enfant sourd. On peut aujourd'hui choisir aussi, ça coûte assez cher, c'est ce que j'appelle la sélection sociétale. C'est vous voyez, des éléments sociétaux. Il y a des éléments médicaux, c'est-à-dire qu'on peut s'assurer, et ça pour une part en France, il y a tout un tas d'outils qu'on va aussi utiliser pour se prémunir de certaines maladies particulièrement graves. Je pense à la trisomie 21 durant la grossesse. Mais aux États-Unis, on étend extrêmement la liste des prédispositions à des cancers, etc. Mais aussi la couleur des yeux. Il y a même des sociétés qui proposent de prédire la taille qu'aura l'enfant à l'âge adulte. Donc, vous voyez, à un niveau même embryonnaire. Donc voilà, on a Alors, sur cette question de la surdité, par exemple, cette demande des deux mères, c'est intéressant parce que effectivement, on se dit mais pourquoi vouloir faire naître son enfant avec un handicap Et alors, vous voyez que là, justement, l'exercice du doute est intéressant car spontanément, tous, on pense qu'il est intolérable que ces deux femmes puissent demander et puissent vouloir même avoir l'intention de concevoir un enfant, on va dire, porteur de handicap. Elles devraient, sans doute, dit-on, pense-t-on, tout faire, au contraire, pour avoir un enfant qui soit en bonne santé. Voilà. En même temps, quand on analyse la situation de plus près, quand on écoute ces femmes, vous voyez, quand on fait entendre leur voix, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que pour leur enfant, il sera plus heureux si lui-même est sourd, parce qu'il sera éduqué dans une communauté, un ensemble de personnes qui sont sourdes. Elles disent que pour elles, la surdité n'est pas un handicap, que c'est un trait culturel, que c'est une chance, et
qu'elles développent, vous voyez, d'autres capacités du fait de leur surdité. Ça, c'est une première chose. Ensuite, en fait, qu'est-ce que font exactement ces femmes? Ces femmes, vous voyez, ne vont pas changer le génome, si c'était possible, à un niveau embryonnaire de cet enfant pour qu'il devienne sourd. Elles ne vont pas le rendre sourd. Elles vont en fait essayer de sélectionner, en tout cas, leur géniteur pour, avec le plus de certitude possible, mais ce n'est pas une certitude absolue, avoir effectivement un enfant sourd. Mais donc cet enfant, il aura toujours été sourd. Soit il n'aurait pas existé, soit il existe. Et d'ailleurs, elles vont faire naître un fils qui sera sourd, avec une légère audition quand même à une des deux oreilles. Je crois que c'est l'oreille droite. Et là où là, sur le plan moral, ça me semble très discutable, elles vont refuser l'appareil auditif, en tout cas l'implant cochléaire, en disant il pourra choisir à la majorité. Donc là, vous voyez, il me semble que cette seconde décision me semble extrêmement difficile à légitimer, car vous voyez, cet enfant aurait pu, et là on pourrait parler de dommage, de préjudice, parce qu'il aurait pu être entendant grâce à l'implant, mais il ne pourra jamais l'être sans doute, parce que du fait de la décision de ces deux femmes. En même temps, concernant la sourdité qu'il a eue en fait depuis sa conception, il a toujours été sourd et on ne peut pas véritablement parler, vous voyez, de préjudice porté à son égard, me semble-t-il. Oui, on voit toutes les questions que ça pose et ça ne doit pas être facile de devoir y répondre et arbitrer dans des cas comme celui-ci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes philosophe, mais au-delà de cette casquette-là, vous êtes tout simplement aussi un homme d'une quarantaine d'années qui est arrivé avec vos préjugés, vos valeurs. Est-ce que vous avez eu, vous, personnellement, vraiment des cas de conscience ? Des cas de conscience, écoutez, ça va être une réponse. J'ai le sentiment d'en avoir à chaque consultation. C'est-à-dire que chaque consultation, comme chaque consultation, et le livre est véritablement, oui, je les ai pas choisis pour leur violence et leur complexité. En fait, j'aurais pu en prendre une centaine d'autres. Elles étaient toutes égales. Et chaque consultation est en fait un cas de conscience. Parce que on vient nous voir, on vient voir cette équipe qui est une consultation d'éthique clinique, parce qu'il y a déjà un cas de conscience en fait, et on va nous transmettre ce fameux cas de conscience, et donc on dort mal, on doute, on se dispute, quelquefois c'est assez houleux, voire même il y a beaucoup d'émotions, vous voyez, qui est là à chaque fois. Donc oui, non, très très souvent ce sont des cas de Alors conscience. vous disiez avoir changé d'avis une fois sur le tard, c'était pourquoi ? Alors cette fois-ci, écoutez, alors là c'est pas facile. Je pense que c'était sur un arrêt de traitement pour un patient, une patiente qui était dans un état de locked-in syndrome lié à une maladie très grave. Et en fait, au départ, j'étais plutôt tenté d'entendre la voix, la dernière position qu'il avait donnée avant de plus du tout pouvoir parler ni même ouvrir les yeux, qui était de dire, je résume, mais allez jusqu'au bout, s'il vous plaît, acharnez-vous. Et puis en fait, en rencontrant notamment sa compagne, en discutant aussi avec les collègues, en les entendant parler de ce que pouvait vivre, et je pense aussi à un neurologue qui est membre de l'équipe, qui est un brillant neurologue, j'ai entendu plutôt cette voix de il faut arrêter, il est temps d'arrêter. On est plutôt dans l'obstination déraisonnable. Mais j'aurais plein d'exemples à vous donner, vous voyez, sur ces changements de position et en fait. Ce qui est intéressant, c'est on imagine aussi que tout philosophe que vous êtes, vous appuyez quand même sur le cadre normatif existant. Et là se pose aussi la question de l'échange avec d'autres disciplines comme celle du droit. Que ces discussions, elles doivent entrer dans le cadre du droit, mais parfois aussi, elles semblent le précéder, d'après ce que vous dites et vous écrivez aussi, Guillaume Durand. Elles font jurisprudence ou elles vont faire évoluer le droit. Oui. Alors d'abord, chaque situation est unique. Et doit être véritablement considérée comme telle. Je crois, vous voyez, qu'en éthique clinique, on n'est jamais dans la semaine dernière, on a travaillé, on a rendu un avis, un éclairage sur tel patient qui était atteint de telle maladie. Vous appelez une philosophie de l'événement, de la singularité. Aussi, tout à fait, une philosophie de la singularité. Et je crois que c'est aussi d'ailleurs une exigence, à la fois peut-être qui repose sur une métaphysique, mais qui est aussi une exigence morale. Chaque patient, chaque famille est nouvelle, est unique, est originale. Et c'est vraiment, vous voyez, dans cette
cet esprit que nous nous rendons, toute l'équipe en éthique clinique, au chevet du patient. Alors après, sur le droit, effectivement, il me semble qu'on fait aussi l'expérience, alors à la fois d'une complexité à interpréter le droit. Vous voyez, par exemple, sur la fin de vie et la sédation profonde et continue, loi de 2016, qui a été sans doute une très bonne avancée sur la question et sur la prise en charge de la fin de vie, une prise en charge collégiale qui permet, lorsque là, à deux conditions, de sédater jusqu'à la mort, deux conditions, que les douleurs et les angoisses soient réfractaires au traitement, et puis la deuxième condition, que le pronostic vital soit engagé à court terme. Eh bien, vous voyez, ça c'est ce que dispose le droit. Mais comment interpréter par exemple ce court terme ? Qu'est-ce que c'est que le court terme ? Et qu'est-ce que c'est que... alors bien sûr, une douleur peut être tout à fait réfractaire, mais une angoisse par exemple, d'être dans cette situation-là face à ses proches, est-ce qu'elle est réfractaire ? Et comment l'est-elle ? Alors il y a des anxiolyses, etc., mais est-ce qu'on peut véritablement lutter contre cela ? Tout ceci fait place à des discussions, montre aussi peut-être des insuffisances. Je pense à des patientes atteintes de maladies neurodégénératives qui ne sont pas dans cette situation, vous voyez, de pronostic vital engagé à court terme, mais pour lesquels, on pourrait, là aussi, de manière collégiale, proposer des avancées. Et montre aussi la nécessité d'un dialogue qui se passe pas simplement à l'intérieur de l'hôpital, mais de l'hôpital avec le reste de la société, de l'hôpital avec le législateur, de l'hôpital aussi avec les responsables politiques qui prennent des décisions. Tout à fait. Et une consultation d'éthique clinique dans un hôpital, c'est une place qui est proposée aux citoyens dans un hôpital. Vous voyez, je suis philosophe, vous mais je venez suis avec aussi votre casquette de citoyen. Je viens aussi avec ma casquette de citoyen. Bébé sur mesure, médecine esthétique, Covid, IVG, don d'organes, fin de vie, beaucoup d'exemples étayés, développés dans cet ouvrage. Un philosophe à l'hôpital, signé Guillaume Durand, qui paraît aux éditions Flammarion. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Iseut Sicard avec Henri Leblanc pour la Grande Table Culture aujourd'hui, à Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, Thomas Beau à la réalisation. Merci beaucoup.